OK. OK, donc des équations différentielles sont des équations. Vous avez l'habitude d'équations algébriques. Donc vous avez l'habitude de résoudre des équations du style, si on a A, B et C qui sont des nombres réels, vous avez l'habitude de résoudre des équations AX carré plus BX plus C, par exemple, égale 0. Ça sont des équations algébriques. Ou alors des équations du style AX plus BY égale C, DX plus EY égale F. Et ici, il faut trouver X telle que cette équation soit vraie, ou trouver X et Y telle que ces deux équations soient vraies, et on peut généraliser avec un système d'équations à n inconnus. Donc ça, c'est ce qu'on écrit sous la forme habituelle avec une matrice. Etc. A n1 x1 plus a n2 x2 plus etc. plus a n n xn égale yn. Et ça, ici, le but, c'est de trouver x1, x2, etc., xn, qui sont dans R puissance n, telles que toutes ces équations soient vérifiées. Et la manière de le faire, c'est qu'on dit que le vecteur x1, x2, etc., xn est égal à la matrice grand A inversée multipliée par le vecteur de droite, c'est-à-dire y1, y2, yn, si elle existe évidemment. Voilà, bon, ça c'est juste un rappel pour dire qu'est-ce que c'est qu'une équation algébrique et qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle par opposition à une équation algébrique, ou plutôt par généralisation d'une équation algébrique. Donc ça s'appelle algébrique parce qu'on cherche des nombres réels tels que ces choses soient vérifiées. Donc là, on cherche des nombres. On cherche à trouver des nombres vérifiant voilà, donc ça, c'est tout ce qui a trait aux équations algébriques. Bon, dans la vie réelle, c'est évidemment utile, mais ce qui est encore plus utile, c'est de résoudre des équations différentielles. Donc déjà, pour commencer, il va nous falloir définir ce qu'est une équation différentielle. Alors, pour ce faire, oui, il faudrait accélérer un peu parce que sinon on ne va jamais y arriver. OK. Donc, qu'est-ce qu'une équation différentielle? Donc, une équation différentielle, c'est une équation qui relie une fonction à une ou plus de ses dérivées. Et la solution de ce problème, de cette équation, ou de ces équations, ça nous donne en général une indication sur comment fonctionne un système
en général un système physique ou un système qui nous intéresse. Donc, par exemple, le système de base que vous connaissez, de plus peut-être, je ne sais pas, c'est un système avec un ressort, un damper et une masse avec une force, soit une force qu'on applique à la masse, soit tout simplement l'effet de la gravité, du frottement, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est un système qui est relativement général, qu'on va revoir en détail plus tard, et qui peut s'expliquer sous la forme d'une équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, on l'obtient en écrivant les lois de la physique qui ont trait à ce problème spécifique. Donc, dans ce cas-là, on écrit les lois de Newton, et à partir des lois de Newton, on obtient une relation entre les dérivées de la position, donc la position étant le vecteur x de t. Donc ça, c'est la position de la masse qui oscille de droite à gauche. Et cette position, on peut la dériver. Si on calcule d sur dt, ça va nous donner la vitesse en fonction du temps, ou alors on écrira x point de t, on verra ça plus tard. Et si on redérive cette chose-là, encore une fois d sur dt, on va obtenir l'accélération en fonction de t, ou alors x point point de t. Donc en physique, on écrit souvent point point, ça veut juste dire dérivée seconde par rapport au temps. Quand on a un point, c'est toujours par rapport au temps, ça au moins c'est simple. Et donc on voit tout de suite que si on écrit la loi de Newton, on aura une relation entre x point point, c'est-à-dire l'accélération, la vitesse. Pourquoi ? Parce qu'on a un damper qui est ici. Donc le damper, en général, il est activé par la vitesse. Donc plus la vitesse est grande, plus la force de damping est grande. Donc ça, c'est ce qui se passe sur un amortisseur de voiture, par exemple. Plus la vitesse est grande, plus l'amortissement est grand. Okay ? Même chose si vous sautez d'un avion avec un parachute. Vous allez atteindre une vitesse, même sans parachute, limite, d'accord, qui ne dépend que de la surface de votre corps en contact avec l'air et de votre vitesse. Pardon, même pas de la vitesse. Ça ne dépend que de la surface de votre corps et puis du type de combinaison que vous avez, c'est-à-dire du frottement. Si vous sautez avec une combinaison qui ne laisse pas passer l'air, par exemple, vous allez aller plus vite que si vous sautez avec une combinaison qui laisse passer l'air, etc. D'accord ? Pareil pour le base jump, tout ça, ça marche de la même manière. Donc vous allez atteindre une vitesse limite qui est déterminée par, justement, l'amortissement visqueux. Donc cet amortissement-là, ça s'appelle un amortissement visqueux. OK ? Donc pourquoi ? Parce que plus la vitesse augmente, plus la force de résistance de l'air augmente. Donc intuitivement, on comprend qu'on ne peut pas accélérer pour toujours, puisque plus on accélère, plus ça nous freine. Donc si on réfléchit 2 minutes, on se dit, bah oui, la vitesse, elle va faire quelque chose comme ça, elle va avoir une asymptote, et une fois qu'elle aura atteint cette vitesse limite, on ne pourra plus aller plus vite, et on atteindra, donc si on saute en chute libre, c'est 200 à 300 km/h à peu près, et après 200 km/h ou 300, sauf si on se met la tête dans une ogive, comme font certaines personnes un petit peu comment dire, qui aiment le risque, eh bien, on atteint 500 à 600 km/h, je crois que c'est le record, mais ça, on ne peut pas le faire si on est juste comme ça, en chute libre, plane. OK ? Donc, bien sûr, si on diminue le contact avec l'air en se mettant la tête la première et en mettant le corps parallèle à la vitesse, bah, la surface de résistance est plus petite, donc on va plus vite. C'est normal. OK ? Bon, donc ça, c'est la résistance à l'air ou à la résistance visqueuse qu'on peut utiliser pour amortir le déplacement. Ensuite, on a un terme élastique K qui va être Kx. Donc, vous inquiétez pas, on va revoir ça en détail, hein, juste pour vous donner intuitivement ce qui se passe. Ici, on a un Kx, ici, on a un Cx point, et ici, on a un Mx point point. Voilà, avec des plus, des moins, enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, on voit bien qu'on a une équation qui va nous dire que F égale MA,
Donc, en gros, ce truc-là, ça va être égal à f de t, avec des plus entre les deux ou des moins, enfin, ça dépend des conventions. Et la question maintenant, c'est comment on fait pour trouver la fonction x. Donc, ce qu'on cherche, ce n'est pas le déplacement du point x, du point m, je veux dire de la masse. On ne cherche pas x à un instant donné, t. On ne cherche pas un nombre, on cherche une fonction. C'est-à-dire, on cherche la fonction x qui nous donnera le déplacement de m en fonction du temps. Ça veut dire, si je vous dis après 2 secondes, quelle est la position de x, vous devez pouvoir me répondre. D'accord ? Donc, vous allez chercher une fonction. Et là, intuitivement, vous vous doutez que la fonction va ressembler à un sinus, un cosinus, une exponentielle ou une combinaison de sinus, de cosinus, d'exponentielle, etc. D'accord ? On imagine bien, si on n'a que la masse, vous avez vu ça en physique, vous avez simplement une oscillation harmonique qui vous donne un sinus ou un cosinus en fonction des conditions initiales. D'accord ? Si vous avez de l'amortissement, vous aurez 3 cas possibles. Soit le système n'a pas le temps d'osciller et il est immédiatement amorti à 0, ou alors il commence à osciller, il est amorti progressivement vers 0, ça finit toujours à 0 avec un amortissement, forcément, puisque l'amortissement amortit la vitesse, donc diminue la vitesse. Voilà, donc ça, c'est l'explication un peu physique. Et ça marche pour pratiquement tous les problèmes qui nous intéressent. Et c'est ça qui est bien. Si vous voulez, je vais vous montrer quelques systèmes qui ressemblent à celui-là, pour que vous vous rendiez compte de la généralité de cette approche. Donc, les systèmes de base qu'on peut représenter avec des équations différentielles comprennent cela, mais il y en a bien sûr plus. Un système mécanique, c'est celui dont on vient de parler. Donc on a masse fois accélération plus damping fois vitesse plus rigidité ou raideur fois position égale force appliquée en externe, si c'est une oscillation forcée, et s'il n'y a aucune force appliquée, égale 0. Okay ? Dans un circuit électrique de type RC, on a une résistance, un condensateur et un voltage appliqué. L'équation ressemble à ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un V' qui est prémultiplié par le condensateur et un V qui reste là, qui est relié à la résistance qui est là. Okay ? Même chose si on est dans un système environnemental, par exemple si on s'intéresse au réchauffement de quelque chose, on a la température dérivée par rapport au temps, donc la dérivée de la température, qui est proportionnelle à un coefficient K, qui est une constante du matériau, multiplié par la température de l'objet moins la température ambiante, c'est-à-dire la différence entre la température de l'objet et la température ambiante. Exemple qu'on prendra en détail. Si vous avez une tasse de café et que cette tasse de café contient du café, ça aide, elle va se refroidir, vous la posez sur une table, et il va y avoir certains, disons, processus physiques qui vont créer le refroidissement de cette tasse. Est-ce que quelqu'un a une idée de quels sont, par exemple, les processus physiques qui vont créer un refroidissement de cette tasse qui est à température T, sachant que l'environnement est à température T environnement. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Oui. Transfert de température. Oui, exactement. Donc ça, c'est le transfert de température. Ensuite, il y en a plein d'autres. Alors, il y a plein de manières de transférer la température, on va dire ça comme ça. Donc, d'abord, pourquoi est-ce que la tasse se refroidit? Parce qu'il chauffe la tasse. Non. Voilà. Enfin, le café se refroidit, chauffe la tasse, voilà. Et la tasse, elle chauffe le sol, voilà. Et elle chauffe l'air qui est autour, très bien. Et autour de la tasse, on a ce qui s'appelle de la convection, parce que l'air qui est autour va monter progressivement, l'air chaud va monter, l'air froid va descendre. Et donc, on va avoir un transfert de chaleur à cause
du mouvement d'air autour de la tasse. Et le transfert de chaleur principal, le plus important, ça va être le transfert dû à ce qui s'appelle la loi de réchauffement ou de refroidissement de Newton, qu'on va voir dans 2 minutes. Et elle est reliée directement à la différence de température entre T et la température ambiante. D'accord ? On a aussi la radiation, parce que tout corps chaud émet une radiation. Par exemple, si vous prenez de l'acier, que vous le chauffez à très grande température, il devient rouge, puis il devient blanc, etc. Et ça, si vous voyez la couleur de quelque chose chaud, c'est parce qu'il émet une radiation que vous voyez, en fait. Et cette radiation, elle lui fait perdre de l'énergie, et cette énergie, elle est perdue sous forme de chaleur. Donc l'énergie est en général perdue sous forme de chaleur, d'ailleurs. Okay ? Donc on a, dans le cours, j'ai fait tout un calcul détaillé avec toutes les sources de perte de chaleur possibles. Mais pour résoudre ces équations, c'est un petit peu trop compliqué pour nous. Donc on va se contenter d'une règle simple, qui est encore une règle de Newton. Newton a fait vraiment beaucoup de choses, et qui dit juste que le changement de température, si on regarde bien cette équation, c'est hyper simple, finalement. Le changement de température en fonction du temps, donc pendant un certain temps, combien diminue la température, d'accord, dépend juste de la différence entre la température courante et la température ambiante. D'accord ? Et si on suppose que la température ambiante est constante, ce qui est bien sûr faux, parce que le fait même que la tasse de café soit dans la pièce réchauffe la pièce. Donc, c'est déjà automatiquement faux que T environnement soit constant, mais ce n'est pas grave, il faut bien faire une hypothèse. Donc, T moins T environnement va nous dire à quelle vitesse T diminue, d'accord ? Puisque ça nous donne la pente. Donc, ce que l'on sait, ce que nous dit cette équation, c'est que si on a supposément une courbe, d'accord, ça va être T, et ça, T en fonction de T, on prend la tangente, et on sait que la pente de la tangente est égale à T moins T environnement, avec un facteur K. Ça, c'est tout ce que ça nous dit, que la pente de la tangente, c'est ça. Donc, ça nous dit qu'à chaque moment, la pente de la tangente, c'est T moins T environnement. Évidemment, ça ne nous aide pas beaucoup, parce que T, on ne le connaît pas, vu que c'est inconnu. Donc là, on voit tout de suite qu'on a un système qu'on doit résoudre en résolvant une équation. On ne peut pas juste le résoudre en une ligne. Clairement, ce n'est pas une équation algébrique, okay ? Puisque la fonction dépend de sa dérivée. Et donc, quelle est la fonction qui est proportionnelle à sa dérivée ? Tout le monde le sait. Quelle est la fonction quand vous la dérivez, vous trouvez la même fonction avec un coefficient devant. Voilà, bravo, exponentielle. Donc, clairement, ce truc-là, la solution, ça va être exponentielle moins kt. Donc, ça veut dire une équation, un truc qui ressemble à ça. Il va y avoir une température limite qui est évidemment T environnement, puisque la tasse est plongée dans un bain, entre guillemets, à température environnementale ambiante constante. Ne vous inquiétez pas, on verra tous les détails, c'est juste pour vous donner une idée à la base. Donc maintenant, on a ce truc-là, on arrive à le résoudre, et on est content. Donc, ça nous permet, par exemple, de répondre à la question, si on met du lait dans une tasse de café et qu'on veut la refroidir de manière la plus rapide possible, est-ce qu'on doit mettre le lait avant le café ou est-ce qu'on doit mettre le lait après le café ? Donc, mon but, c'est de refroidir le café le plus vite possible. Est-ce que je dois d'abord mettre le café, attendre un petit peu, puis mettre le lait ? Ou est-ce que je dois d'abord mettre le lait, mettre le café très chaud dessus, et au même moment, je regarde la température, disons après 10 minutes. Donc voilà, on va dire un truc simple. Premier cas, je verse le café. Au bout de 2 minutes, je verse le lait. Deuxième cas, je verse le lait. Tout de suite, je verse le café. On peut même dire au bout de 2 minutes, je verse le café, ça ne change rien. Mais mettons, tout de suite, je verse le café et je regarde la température à 10 minutes. Laquelle sera la plus grande ? Café d'abord ou lait d'abord ? Ou laquelle sera la plus petite, on va dire ? Oui ? Bravo. Qui est d'accord ? Enfin, maintenant que j'ai dit bravo, c'est un peu tard, mais...
Pourquoi est-ce que c'est café d'abord? Oui. Parce que la température chaude a le temps pour transférer dans les autres objets. Ouais, c'est pas mal. Quelqu'un a une autre explication un peu différente? C'est à peu près ça, c'est juste peut-être la formulation est un peu maladroite, mais à part ça. Mm-hmm. Yes. On utilise la formule Q égale à MC delta T. Ah, ok, oui. Donc là, vous faites de la calorimétrie, donc Q égale MC delta T. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, dans un sens, c'est vrai. Je ne sais pas exactement si c'est comment on relie les deux. Et donc après, c'est quoi l'autre étape du raisonnement? C'est de dire que delta T, dans le premier cas, est plus grand que dans le deuxième cas, c'est ça? Je pense que oui. Parce que, ouais, bref. Donc, moi, ma manière de réfléchir à ça, c'est de dire, si je commence par, si T moins T environnement est plus grand, d'accord? Donc, si la température du liquide est beaucoup plus grand que la température de l'environnement, ce truc-là, ça va être grand. D'accord? Alors que si je mélange d'abord le lait avec le café, j'aurai déjà quelque chose de moins chaud. On va donner un exemple. Par exemple, café, on va dire 100 degrés, pour faire simple. Ensuite, le lait, 10 degrés. Donc si je prends le café à 100 degrés, la température de la pièce, on va dire 20 degrés. Donc ça fait 100 moins 20, donc ça fait 80. Donc la solution, c'est exponentielle moins K fois 80T. Alors que dans l'autre cas, si on commence déjà par mélanger le lait avec le café, au lieu de 100 degrés, on va dire que la température va être, je ne sais pas, parce qu'on ne met pas autant de café que de lait. On va dire qu'on met autant de café que de lait, que le lait à 20 degrés, à 10 degrés. Donc 10 degrés plus, là on utilise le MC delta θ que vous venez de dire. Donc 10 degrés, 100 degrés, ça fait quoi? Ça fait 110, ça fait 55. Ok, on va dire 55. 55 moins 20, ça nous fait quoi? 35. Ok, donc là on a exponentielle moins K fois 35T. Donc ça veut dire que la pente de la courbe, dans un cas, elle va être très grande, ça va nous donner un truc comme ça. Et dans l'autre cas, la pente va être moins grande, ça va nous donner un truc comme ça. Donc, elle va se refroidir moins vite si on met le lait d'abord que si on met le café d'abord. Parce que le coefficient qu'on a ici, dans le cas où on met le lait, c'est 35, et dans le cas où on met le café d'abord, c'est 80. Évidemment, on met le lait au bout d'un certain temps, mais on a déjà perdu beaucoup de température. Donc, ce qui est important, c'est quelle est la différence de température entre la chose qu'on veut refroidir et l'environnement. C'est ça le message à retenir. OK? Bon, ça, c'était un petit truc drôle. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire avec ça? Voilà, donc vous voyez dans le cours, je vous ai mis un exemple avec la tasse de café de manière détaillée, que je vous refais ici pour que vous puissiez vous souvenir que c'est relié. Voilà, ça c'est page 42. Voilà, donc si vous regardez les sources de variation de température, donc c'est l'évaporation, c'est-à-dire le fait même qu'il y ait un changement d'état entre le café qui est dans la tasse et le café qui va finalement s'évaporer. Si vous laissez une tasse de café dans une pièce assez longtemps, il ne restera plus de café au bout d'un certain temps. De l'eau dans une assiette, l'eau va s'évaporer. Et le fait même du changement d'état, à cause de l'énergie de changement d'état, vous allez perdre de l'énergie en changeant d'état entre liquide et gaz. Ça déjà, c'est une chose que vous verrez en thermodynamique. Donc quand on change d'état, ce n'est pas gratuit au niveau énergétique. On a besoin d'énergie pour changer d'état.
D'accord ? Donc là, on perd de l'énergie en passant de liquide à gaz. Ensuite, on a la radiation, c'est ce dont je vous parlais avec le fer chauffé. On a la conduction, comme vous avez tout à fait dit, à travers la tasse, puis à travers la table. Et on a aussi la convection. La convection, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on a de l'air qui monte le long ici de la tasse. Et en montant, il emporte la température avec lui. Okay ? Ça, c'est ce qui se passe dans une casserole. Quand vous faites chauffer de l'eau, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère. Quand on chauffe un lac, par exemple. Okay ? Donc, on a la partie chaude qui monte et qui remplace la partie froide en haut, et ça fait des cercles comme ça, on peut imaginer. Donc ça fait ce qui s'appelle la convection. Si on a une petite boîte comme ça, la partie chaude qui est en bas va monter, et en montant, l'air qui est en haut va devoir être déplacé vers le bas, et progressivement va lui-même être chauffé, de manière à ce que lui-même monte finalement, pour remplacer l'air en haut qui s'est refroidi, etc. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans une casserole. C'est pour ça que si vous observez ce qui se passe dans une casserole, vous voyez des courbes comme ça qui font, si vous suivez les particules, vous verrez que les particules d'eau qui sont en bas montent pour remplacer celles qui sont en haut, qui, elles, coulent, parce qu'elles sont plus lourdes, et elles se retrouvent en bas de la casserole, elles sont elles-mêmes chauffées, etc. Et c'est pour ça que ça marche et qu'il n'y a pas besoin de secouer la casserole pour faire chauffer ce qu'il y a à l'intérieur. Okay ? Parce que sinon, s'il n'y avait pas ce phénomène, on chaufferait simplement par transmission entre les couches du bas et les couches du haut. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a vraiment un déplacement d'air, enfin d'eau dans ce cas-là, et dans l'atmosphère, un déplacement d'air. C'est pour ça qu'on voit toute cette convection dans l'atmosphère qui rend justement le problème si intéressant. OK ? OK. Bon, alors maintenant, on va passer, maintenant qu'on a fait une petite introduction sur comment les choses marchent, on va passer... Alors vous voyez, dans le cours, là, il y a tout un passage très, très, très détaillé que vous pouvez allègrement sauter, sauf si ça vous intéresse vraiment, auquel cas vous me dites, et si vous avez des questions, je pourrais vous expliquer tout ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement maintenant passer à comment on résout ces trucs. On va faire des définitions, on va expliquer clairement de quoi il s'agit, maintenant qu'on a compris à quoi ça sert. OK, donc c'est parti. On va commencer par quelques définitions. Donc ça, c'est page 51. Je ne pense pas que ça va changer pour l'instant. Je suis en train de vous préparer aussi une réponse à la question que vous m'avez posée sur le nuage de points et comment on fait passer une courbe à travers le nuage de points. Ça me prend un peu plus de temps que prévu, mais parce que je cherche des exemples qui montrent vraiment comment ça marche. Donc je mettrai ça dans le cours, je pense dans le courant de la semaine, pour vous expliquer la différence entre Taylor Series Expansion et Least Squares Approximation, parce que c'est les deux font la même chose, mais de manière assez différente. OK, donc maintenant, qu'est-ce alors, on appelle ça une équation différentielle. Alors, c'est bien de savoir aussi en anglais comment ça se dit. On dit ça en français équation différentielle ordinaire par opposition à partielle, parce qu'on a aussi des équations aux dérivées partielles. Et en anglais, on dit ordinary differential equation. Et si, donc, équation aux dérivées partielles, ça c'est la généralisation. Et ça, en anglais, partial differential
equation. Voilà. Donc ça, nous, on va se concentrer sur celle-là, parce que les équations aux dérivées partielles, on a besoin d'autres outils mathématiques que vous n'avez pas encore. Et vous pouvez retenir équation différentielle ordinaire. Vous allez en général résoudre un problème avec une dimension et le temps, alors que les équations aux dérivées partielles, vous allez résoudre un problème spatial en 2 dimensions, 3 dimensions, n dimensions, avec peut-être aussi le temps. Donc vous pouvez réfléchir à un exemple, donc l'exemple de la tasse de café, par exemple. Si on regarde le problème sous la forme d'une équation différentielle ordinaire, la tasse de café, on la suppose être un point. D'accord ? Ça, c'est la tasse de café. Donc, évidemment, que l'hypothèse est assez forte, parce qu'une tasse de café, ce n'est pas un point. Et on suppose qu'en ce point, on a une température T en fonction de T. D'accord ? Donc ça, c'est équation Ordinary Differential Equation, c'est-à-dire ça. J'aime mieux l'écrire en anglais parce que je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Donc ODE, on va dire. Et si on résout le problème en utilisant une Partial Differential Equation, c'est-à-dire PDE, que vous verrez en master, vraisemblablement, dans ce cas-là, on prend tout en compte, c'est-à-dire qu'on prend la tasse, on dit la tasse a une certaine épaisseur, on a un liquide à l'intérieur, et maintenant, ce que l'on cherche, on va dire même qu'on a une table, pourquoi pas. Et maintenant, ce que l'on cherche ici, on va avoir un système de coordonnées, peut-être qu'on pourrait le dessiner ici, par exemple. On va dire ici c'est Y, on va dire que ici c'est X. Et maintenant, on va chercher la température T au point X, Y en fonction du temps. OK ? Voilà. Donc, ça veut dire que la fonction, ce n'est plus une fonction seulement de l'espace, du temps, je veux dire, mais une fonction aussi de l'espace. Donc, bien entendu que le problème est beaucoup plus complexe quand on regarde un problème bidimensionnel ou tridimensionnel que si on regarde un problème où la tasse de café est un point. C'est assez évident. Donc, et dans ce cas-là ici, on aura besoin, dans le cas de droite, on aura besoin des dérivées partielles, tout simplement parce que pour écrire les conservations d'énergie, on a besoin d'écrire un élément de volume, delta X, delta Y, et cet élément de volume, évidemment, va nous donner des différences dans la direction X, la différence dans la direction Y, donc une dérivée dans la direction X et une dérivée dans la direction Y. Et juste parce que c'est intéressant, vous verrez que la diffusion à l'intérieur d'une tasse ou n'importe quel objet, ça, c'est relié à un opérateur différentiel qui s'appelle le Laplacien, que vous rencontrerez partout, qui est la somme des dérivées secondes de la fonction par rapport à l'espace. D'accord ? Donc ça s'appelle la diffusion. C'est quelque chose qu'on a vu au premier cours quand je vous parlais des feux de forêt. On a une partie diffusive, quelque chose qui est relié par exemple à lâcher une goutte d'encre dans un verre. Vous verrez que l'encre progressivement remplit tout le verre et le verre devient de la couleur de l'encre, juste plus clair, plus dilué, plus pastel. Et ça s'appelle la diffusion. Et il y a d'autres phénomènes comme l'advection qui, eux, sont reliés à la vitesse et pas à la propensité qu'a un matériau à, disons, se diffuser dans toutes les directions de la même manière. Okay ? Ça donne une direction. Mais ça, on n'en parlera pas, nous. Vous en parlerez plus tard. Donc, une équation différentielle, c'est ce qu'on a dit, c'est une équation qui relie, donc une équation différentielle relie une fonction inconnue
à une ou plusieurs de ces dérivés. Donc, par exemple, y est une fonction de t. Y' de t égale dy sur dt, c'est la dérivée. Y seconde de t égale d2y sur dt2, c'est la dérivée seconde. Et on peut maintenant écrire des équations qui relient ces dérivés. Donc, première chose, on va devoir parler de l'ordre de l'équation. Donc, qu'est-ce que l'ordre de l'équation différentielle? Je pense qu'on peut presque deviner ce que ça veut dire. Donc, par exemple, si on écrit y seconde plus 5y' plus 6y égale 0, ça, c'est d'ordre 2. En revanche, si on écrit y' plus 3y égale une fonction t au carré, par exemple, ça, c'est d'ordre 1. Alors, comment on fait pour savoir l'ordre? Eh bien, là, on regarde qu'on a un ordre 2 parce que ça correspond au degré le plus haut qu'on observe dans les dérivés. D'accord? Donc, c'est l'ordre égale le degré le plus haut des dérivés dans l'équation. Et donc là, l'ordre c'est 1, puisque ici, on a y', c'est-à-dire dy sur dt, c'est la dérivée première. OK. Ensuite, il faut savoir la linéarité. Donc ça, c'est hyper important parce que on peut, en résumé, on peut dire qu'on ne sait résoudre à la main que les équations linéaires. Les équations non linéaires, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que la linéarité? Donc, premièrement, donc, ça pour définir la linéarité, sans parler d'algèbre, c'est un peu difficile, donc je vais vous le faire avec les mains, on va dire. Donc, on dit qu'une équation différentielle est linéaire. Une équation différentielle est linéaire si la fonction inconnue et toutes ses dérivées apparaissent à la puissance 1, donc à la puissance 1, et ne sont pas multipliées ensemble.
Alors, comme je vous ai dit, avec une phrase mathématique, ça serait beaucoup plus simple à écrire, mais bon. Il suffirait de dire qu'on a une combinaison linéaire de y, y', y seconde, etc. Et ça dirait tout en une seule phrase. Donc, dire ça dans une langue non mathématique, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de vous confondre l'esprit un peu plus. On va l'écrire après. Tout ce que ça veut dire, c'est contre-exemple, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, de montrer ce qui n'est pas linéaire. Donc, un contre-exemple, ce serait y au carré plus y' égale 0. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Là, le problème, c'est y au carré. OK? Ça veut dire qu'on a y multiplié par lui-même, donc il n'est pas à la puissance 1, il est à la puissance 2. Donc, à la puissance 1. Donc là, c'est ça le problème. D'accord? Là, on n'est pas à la puissance 1, on est à la puissance 2. Maintenant, il peut y avoir d'autres problèmes. Donc, par exemple, on pourrait avoir y' y plus y seconde égale 0. Et là, ça ne va pas non plus. Et cette fois, c'est parce qu'elles ne peuvent pas être multipliées ensemble. Donc, y', y, ça ne va pas parce qu'on a multiplié y' par y. Bon, mais il n'y a pas que ces cas-là. On a aussi, par exemple, le cas sinus y' plus cosinus y égale 0. Donc là, ça ne va pas. Pourquoi? C'est parce que, tout simplement, sinus et cosinus ne sont pas des fonctions linéaires de y. D'ailleurs, on peut ajouter en haut et y et ses dérivés ne sont pas les arguments de fonctions non linéaires. Et voilà. Ok, donc c'est un petit peu maladroit cette explication, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont toutes les manières qu'on peut fabriquer des équations qui ne sont pas linéaires. Donc ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse, puisque nous, on veut justement des équations linéaires. Donc par exemple, d'équations linéaires. Alors l'exemple le plus général, ça va être quelque chose comme ça. AN de t, dérivée nème de y par rapport à t, plus A indice n-1 de t, dérivée n-1 fois de t de y par rapport à t, plus, etc., plus A1 de t, y' de t, plus A0 de t, y de t, égale quelque chose comme une fonction g de t, par exemple. Donc ça, c'est la fonction, enfin l'équation la plus générale possible. Ok, ensuite, on a des équations homogènes ou non homogènes. Donc ça, le terme vient d'une partie de l'algèbre. Une fonction homogène, c'est une fonction
pour laquelle si on multiplie l'argument par lambda, la fonction est multipliée par lambda. Donc f de lambda x égale lambda f de x. Ça, c'est une fonction homogène. Donc qu'est-ce qu'une fonction homogène? Dans notre cas, on pourra donner un exemple. Y seconde plus 5y' plus 6y égale 0 est homogène. Quant à la suivante, y seconde plus 5y' plus 6y égale t au carré, ou égale 4, on s'en fiche, est inhomogène. Bon, donc ça c'est facile, la définition. Hein. Homogène, c'est qui a un 0 comme membre de droite, et non homogène, c'est qui n'a pas 0 comme membre de droite. Donc, c'est relativement simple. Et c'est important parce que plus tard, quand on résoudra ces équations, on verra qu'on peut toujours se ramener à l'équation homogène d'abord et qu'on va résoudre cette équation homogène. On va chercher une solution générale de l'équation homogène et on va ajouter une solution particulière de l'équation non homogène et ça nous donnera une solution générale de l'équation non homogène. Bon, c'était une longue phrase, mais on verra ça en détail plus tard. Alors, maintenant, on peut écrire ça sous la forme générale. Donc, quelle est la forme générale d'une équation différentielle Alors, faut être précis. Équation différentielle du premier ordre. Dans ce cas-là, linéaire ou pas linéaire pour l'instant, on s'en fiche. Ça va être la chose suivante. Donc, la dérivée de y, la fonction inconnue par rapport au temps, donc dy sur dt, égale une fonction f du temps t et de la fonction y de t elle-même. Voilà, ça, c'est trouver la fonction y telle que cette équation est vérifiée. Ça, c'est la forme la plus générale possible d'une équation du premier ordre différentielle. Okay? Linéaire ou pas, pour l'instant, là, on ne spécifie pas si c'est linéaire ou pas linéaire. OK. Donc, maintenant, il va nous falloir, pour résoudre ça, si on me dit simplement ça, et que je veux résoudre ce truc, je ne vais pas avoir une solution unique. Alors ça, c'est quelque chose aussi très important. Donc une équation écrite comme ça n'admet pas une seule solution. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir? Donc on va prendre un cas précis pour que ce soit plus facile. Donc exemple, on va prendre la loi de refroidissement de Newton. Donc refroidissement ou réchauffement, c'est pareil. Alors, la loi de refroidissement de Newton, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la tasse de café. D grand T comme température sur D petit t pour le temps, égale moins K. Donc K appartient à R, c'est un coefficient du matériau. Pour l'instant, on s'en fiche. Égale T moins T de l'environnement. D'accord? Donc ça, c'est une
constante donnée. Ça, c'est d'ailleurs une fonction du temps, et c'est la fonction inconnue grand T. Ça aussi, c'est donné, la constante K. Et voilà l'équation. Donc, maintenant, si je vous dis ça, et que je vous dis, on doit résoudre cette chose. Donc, trouver T, grand T de petit t, tel que ce truc. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi on n'a pas une seule solution à cette équation? Il nous manque quelque chose. Imaginez que vous devez résoudre ce problème. Comment? Oui. Parce quand on prend l'intégrale de cette fonction, il faut aider le C. Exactement. Je pense que j'ai compris ce que c'est ça. Exactement. Quand on va... Alors, la manière de résoudre ça, effectivement, c'est en utilisant une intégrale. Et il va nous falloir une condition initiale. C'est-à-dire, si on donne juste cette équation, on ne sait pas où on commence le refroidissement. Donc, on sait juste qu'ici, on a le temps. Et si on commence à t égale 0, donc ici, on peut commencer avec une température initiale T0 qui a cette valeur, mais on peut aussi commencer avec cette température initiale. Intuitivement, on sait qu'on va obtenir une... D'ailleurs, je vais décrire un petit peu mieux que ça. On va avoir une asymptote. Ça va être la température à l'infini, c'est-à-dire T voilà, donc si on fait ça, on sait que si on commence par T0 ici, on va tout simplement progressivement arriver à cette valeur, mais on pourrait aussi avoir un T0 ici, auquel cas on va aussi arriver à la même valeur, mais on ne commencera pas au même point. Donc ça va être une solution pour T de 0 égale T0. Et ici, on aura aussi une solution. Donc on va l'appeler T0, je ne sais pas comment l'appeler, T0 moins ou un truc comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas la bonne couleur, ça commence bien. Donc on va l'appeler T0 moins. T0 moins, ça ne va pas. Prime. Ah oui, mais prime, c'est dérivé. Étoile, voilà. On va l'appeler donc T0 étoile. On a aussi une solution pour T de 0 égale T0 étoile. Et évidemment, si on avait encore une autre valeur initiale, on aurait pu par exemple avoir T0 étoile étoile. Et bien là, on commencerait de ici et on finirait là. Okay, donc ça veut dire que pour chaque valeur de T0 de la température initiale à 0, on va avoir une autre solution. Logique. Parce que si on met le café à 90 degrés, 90 degrés, ou qu'on met le café à 50 degrés, la fonction va être différente au cours du temps, c'est logique. D'accord ? Donc ça, c'est très important et c'est hyper facile à se souvenir parce que quand vous avez une équation du premier ordre, c'est-à-dire qui comprend une dérivée, vous avez besoin d'une condition initiale, seulement une. Et évidemment, vous pouvez déduire la suite. Si vous avez maintenant deux dérivées, y prime, y seconde, vous avez besoin de deux conditions initiales. Par exemple, pour la masse ressort damper, vous aurez besoin d'une position et d'une vitesse, pas juste de la position. Encore une fois, c'est très logique intuitivement. Si vous avez un système avec une masse et un ressort, vous cherchez la position de l'oscillation de cette masse. Si vous étendez le ressort et vous lâchez simplement, vous allez avoir un certain mouvement.
Mais si vous étendez le ressort et vous jetez la masse dans la direction du ressort, vous allez avoir une autre solution, forcément. On est d'accord. Pareil, si vous avez une voiture avec des amortisseurs, si vous êtes sur le plat, ben, il n'y aura aucune vitesse initiale, donc vous allez avoir un amortisseur qui va simplement ne rien faire. Dès que vous avez une route qui est une sinusoïde, selon l'amplitude de la sinusoïde, vous allez déplacer la masse différemment, et c'est ça qui va vous donner la condition dite initiale. Okay ? Donc bien sûr, dans le cas de masse-ressort, vous avez besoin de 2 conditions et pas une seule. Pareil, si je vous donne la vitesse initiale, mais je ne vous dis pas où est la masse, vous ne pouvez pas me donner la solution. Il y a une infinité de solutions. Okay ? Donc ça, c'est hyper important. Une équation du premier ordre a besoin d'une condition initiale, deuxième ordre, 2 conditions, troisième ordre, 3 conditions, etc. Sinon, on a un nombre infini de solutions, et c'est très bien, mais ça ne nous aide pas beaucoup à résoudre le problème. Ok, ensuite, la suite, ça s'appelle les équations qui sont séparables et les équations non séparables, parce que les méthodes sont un petit peu différentes. Donc, on va maintenant parler d'équations séparables. Séparables. Alors, vous inquiétez pas si ça a l'air un petit peu comme une liste de définitions. Oui. Juste pour l'équation homogène. Oui. Quand vous dites quand c'est égal à 0. Oui. Je vous explique. Alors. On va prendre un exemple. Donc, si, par exemple, on prend le système avec un ressort et une masse, Km, et on va étendre ce ressort d'accord, et on va l'étendre d'une quantité x0, par exemple, et ça, ce sera la condition initiale sur l'extension. Donc, la première méthode, la première type d'équation qu'on peut avoir, c'est simplement, je prends la masse, je tire la masse, et je lâche la masse, et elle va, s'il n'y a pas de frottement, elle va continuer pour toujours à faire une sinusoïde à l'infini. Okay ? Maintenant, il y a un autre cas qui consiste à appliquer ici une force F qui dépend du temps. Ou qui ne dépend pas du temps, mais enfin, par exemple, qui dépend du temps. Donc, on peut donner un exemple d'un bâtiment soumis à un tremblement de terre, par exemple. Donc, un bâtiment soumis à un tremblement de terre, je vais faire un autre dessin, avant de parler des équations séparables, parce que c'est une excellente question. Donc, si vous prenez un bâtiment, donc exemple, un bâtiment, ça peut, c'est pas pour rien qu'on parle toujours de ressort, c'est parce qu'un bâtiment, ça peut tout simplement être modélisé par à peu près ça, c'est-à-dire des ressorts et des masses. Bon, alors on espère que ce n'est pas exactement comme ça, mais enfin, ça peut ressembler à quelque chose dans le genre. Donc là, vous allez avoir, par exemple, le sol. En dessous, vous allez avoir les fondations. Là, elles ne vont pas être reliées, c'est certainement. On va avoir des ressorts. On peut dire que tous les ressorts, c'est K. Pour l'instant, on s'en fiche. C'est évidemment faux, mais ce n'est pas grave. Ici, on va avoir des masses. On peut dire que toutes les masses sont les mêmes. C'est aussi faux, mais ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que, par exemple, là, on peut imaginer que là, ça va être une poutre. Là, ça va être une poutre, etc. Et que chaque niveau, là, ça va être une semelle de fondation ou un pieu. Et ici, on va avoir la même chose. Voilà, on va fabriquer ces trucs. Et ici, on va les relier avec un autre ressort, etc. Okay, donc ça, c'est un bâtiment qui est construit sur le sol avec des fondations, etc. Et ensuite, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un tremblement de terre. Donc un tremblement de terre, c'est une onde de vitesse, en général de cisaillement,
qui va arriver et qui va simplement faire bouger le sol, puisque on a des colonnes, les colonnes sont reliées au sol, donc les colonnes vont aussi bouger. Et la question qu'on se pose, c'est savoir si le bâtiment va ou pas supporter les vibrations dues au mouvement du sol. Donc les vibrations dues au mouvement du sol, on va les modéliser avec une force F en fonction du temps, et ici une force F en fonction du temps qui va être appliquée à toutes les parties de la fondation. Et bien sûr, ça va mettre en mouvement le reste du système, exactement comme dans le cas simplifié du ressort qui a une masse avec une force appliquée F. Okay? Donc maintenant, c'est hyper simple, la réponse à la question. Si vous avez un système masse-ressort avec F égale 0, ça va être homogène. Donc votre équation va être homogène. Et si vous avez un cas où avec une force qui n'est pas 0, bah votre équation va être inhomogène. Donc pourquoi? Vous le voyez bien ici. Donc dans ce cas-là, on va avoir mx point point plus kx égale f de t, parce que f égale ma. D'accord? Donc ça, c'est la force élastique. Ça, c'est ma, accélération. Et ça, c'est la force appliquée. Donc dès que vous avez une sollicitation externe, vous allez avoir une équation non homogène. Et si vous n'avez aucune sollicitation externe, vous allez avoir une équation homogène. D'accord? Ça répond à la question? Ouais. Ok, cool. Autre exemple qui est dans un autre domaine, supposons que vous ayez une plaque Voilà, vous avez une plaque. Et donc cette plaque, elle est, je ne sais pas, par exemple, à une température T égale T0, à l'instant 0. Et puis au centre, là, il se passe quelque chose. On va dire on applique une certaine température sur toute l'épaisseur. Donc ici, on a T égale T1, par exemple, de T. D'accord? Et ça va être là une température qui est appliquée par l'extérieur, parce que, par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer qu'on ait un cylindre là qui vienne reposer sur la plaque et que ce cylindre soit à la température T de T égale T1 de T. D'ailleurs, on peut dire T1 est constant, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc là on a une température initiale et notre question c'est quelle est la distribution de température dans la plaque. Et bon, comme là, dans ce cas-là, ce n'est pas une équation ordinaire, c'est une équation dérivée partielle, parce qu'on est en plusieurs dimensions, mais ce n'est pas grave. Si on regarde, on va voir qu'on va avoir des lignes de niveau avec la température qui va tendre à augmenter, évidemment, dans la plaque, et que la solution va dépendre de la température du bord, donc T environnement, qui va être la température qui est appliquée au bord de la plaque. Et qu'ensuite on trouvera une solution à l'intérieur de la plaque, et c'est une équation qui s'appelle l'équation de Poisson, donc équation de Poisson. Et l'équation de Poisson, dans ce cas-là, elle est non homogène parce qu'on va avoir un terme qui va être du côté droit. D'accord ? Bon, pour ceux que ça intéresse, l'équation de Poisson, ça va être dt d de t sur dx carré
plus d de t sur dy carré égale source, donc t de x, y et t. Et donc dans ce cas-là, c'est-à-dire ça va être t1. Et cette chose-là, elle va être appliquée uniquement en cet endroit ici qu'on vient de marquer par le cylindre. Voilà, donc ça veut dire que cette partie-là va être non homogène, parce que ça, c'est différent de 0, donc c'est non homogène. Oui. Alors, oui, c'est une bonne question encore. Donc là, ça représente, donc si par exemple, je dis que ici c'est y, ici c'est x, et ici c'est 0, je dois pouvoir définir où exactement j'applique cette température. D'accord? Donc, par exemple, à ce point ici, je veux dire qu'en fonction du temps, je vais appliquer une température T1, qu'on a ici. Donc, la température que j'applique, qui est externe, ici, ça va être T1 de x0, y0, t et t. Avec x0, y0, c'est les coordonnées du point qui est ici. Donc là, c'est assez complexe dans ce cas-là, hein, mais ça veut dire que, par exemple, je suis d'accord d'appliquer une température qui dépend de l'endroit où je suis sur la plaque et aussi du temps. Donc l'endroit où je suis sur la plaque, c'est x et y, et le temps, c'est t. Donc ça veut dire, par exemple, si c'est une plaque de cuisson, par exemple, et que vous mettez une casserole sur la plaque, vous pouvez peut-être varier la température de la plaque de cuisson en fonction du temps. Et certaines plaques de cuisson ont un centre petit et aussi une auréole plus grande autour. Et vous pouvez décider, au début, je chauffe seulement au milieu, et après, je chauffe aussi sur les côtés, ou le contraire. Okay, donc ça nous donne x et y, sur quelle région je chauffe, et t, à quel temps je change la température sur la plaque de cuisson. Vous voyez? Donc, ça veut dire que je peux modifier la source externe de chaleur en fonction du temps et de l'espace, pas juste du temps. OK? Oui? Est-ce que vous pourriez expliquer la forme générale de l'équation différentielle? Oui. Je ne sais pas à laquelle vous faites référence. Est-ce que c'est la première ou celle avec les YN là? Celle-là? Ah, ça, OK. Ouais, OK. Donc, je vais réexpliquer ce dy dt en fonction de f de t et de yt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la dérivée de y, c'est ça, donc y', égale une fonction de t et d'yt. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le truc le plus simple, ça peut être y de t, tout simplement. Donc ça, c'est une fonction de y, et c'est aussi une fonction de t, parce que y lui-même est une fonction de t. Donc ça voudrait dire y' égale sa dérivée. Ça voudrait dire c'est la fonction exponentielle directe. Donc là, on sait tout de suite que y, c'est l'exponentielle. Mais on pourrait aussi avoir un autre cas où on peut imaginer n'importe quoi, hein, y plus t, par exemple. D'accord? Donc, n'importe quoi. Ou alors, on pourrait dire, si elle n'est pas linéaire, on pourrait dire y' égale y carré plus ty plus sinus de y. Vous voyez? Dans ce cas-là, ce n'est pas linéaire. Donc, on pourrait imaginer n'importe quoi. Et là, cette partie-là qu'on a à droite, c'est effectivement une fonction de y et de t. Vous voyez? Il y a deux variables. Enfin, deux variables. Chaque variable est une fonction, mais enfin, il y a deux lettres, on va dire. OK? Clair? Plus clair? Et c'est assez abstrait comme notation, donc c'est normal que ce ne soit pas tout à fait évident. OK, alors après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va regarder, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qui se passe avec la séparabilité. Donc, équation
différentielle séparable. Parce que quand c'est séparable, justement, ça revient à la question que vous posiez sur la forme générale. Quand on a une équation séparable, eh bien, on peut l'écrire de manière plus simple. Donc justement, ça tombe très bien que vous ayez posé cette question. Donc dy sur dt égale f de t et de y de t. Donc quand on écrit ça, f de t et de y de t, ce que ça veut dire, c'est que la fonction f dépend séparément de t et de y. Mais y peut aussi dépendre de t. D'accord? Donc ça veut dire qu'on s'autorise des équations du genre f de t et y de t égale t plus y de t, par exemple. Comprenez? Donc ça veut dire qu'on peut avoir à la fois une dépendance en t et en y qui est séparée, qui est indépendante. Alors que si on n'avait que f de y de t, on ne pourrait pas avoir ça. On pourrait avoir seulement y de t, par exemple, ou y carré de t, ou sinus y de t, ou n'importe quoi, mais on ne pourrait pas avoir t à part. La seule dépendance par rapport au temps, elle viendrait à cause de y. Elle ne pourrait pas venir indépendamment. D'accord? Si on avait plus t carré, ça ne va pas, parce qu'il faudrait avoir ici un t. On n'a pas le droit juste d'ajouter des t comme ça si f n'est pas une fonction de t, indépendamment de y. D'accord? C'est une petite subtilité et je sais que c'est déroutant, mais c'est comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'une équation différentielle séparable? Bien, elle est séparable quand on peut l'écrire sous la forme d'un produit d'une fonction g de t et h de y. Donc justement, pour aller dans la même direction que ce qu'on venait de dire, si on peut l'écrire sous cette forme-là, oui, c'est un fois, ça, elle est donc séparable. Alors, pourquoi séparable? C'est un peu évident. Ça veut dire qu'on a t dans une fonction et y dans l'autre fonction. Donc, ça veut dire qu'on peut séparer une fonction de l'autre et l'écrire sous la forme d'un produit. Donc, par exemple, g de t, ça pourrait être t, et h, ça pourrait être y. Donc là, on aurait dy sur dt égale t, y de t. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc maintenant, comment est-ce qu'on résout ces équations-là? Donc méthode Donc on commence par ça parce que vous n'avez pas besoin de technique spéciale, c'est juste ce que vous avez appris au lycée. Donc on va supposer qu'on ait l'équation dy sur dt égale g de t h de y. Et donc il faut trouver les fonctions y telles que on ait cette chose-là. Alors comment on fait? Bon, il y a un truc qui est assez clair. On va pouvoir s'amuser avec les éléments différentiels. Donc on va essayer de prendre le... pourquoi est-ce que ce truc... Bon. Le dy, on va le garder là, et le dt, on va le passer là. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Donc, ce que ça donne, c'est dy... Ah, oui, et tant qu'on y est, on va faire passer celui-là par là.
dy égale g de t dt, et ici, on va diviser par h de y. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer à gauche et à droite donc ça nous donne intégrale de dy sur h de y égale intégrale de g de t dt. Et alors maintenant, selon comment on écrit l'intégrale, on met la constante dans l'intégrale ou alors on écrit tout simplement plus c. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est déroutant, confusing pour la plupart des gens, moi y compris, où on met la constante. Donc ça, on va revoir plusieurs fois parce que il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes plus ou moins intuitives. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer l'intégrale à gauche, on va calculer l'intégrale à droite, et on va automatiquement trouver y. D'accord ? Donc, ça, c'est la méthode générale. Aucun besoin d'apprendre ça par cœur, ça ne sert à rien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est comment on le fait en pratique, et donc on va faire un premier exemple. Alors, l'exemple, c'est un système de croissance de population. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été utilisé pendant Covid, par exemple. C'est relié aux méthodes d'épidémiologie et pour essayer de calculer le nombre de personnes qui va se trouver à l'intérieur d'une population. Alors, je ne vais pas vous expliquer d'où vient le modèle, on va juste... Malthus, oui. C'est les méthodes malthusiennes. Alors, voilà, donc là, on va juste dire que P, c'est la population. Et vous allez voir, il n'y a pas de morts dans cette population, il n'y a que des gens qui naissent. Donc c'est assez positif. Enfin, pendant un certain temps en tout cas. Donc dp sur dt égale rp. Avec la condition initiale p de 0 égale p0. Ça, c'est la condition initiale. Donc, encore une fois, vous comprenez bien, on ne pourrait pas résoudre cette équation sans savoir le nombre de personnes initiales. Logique. Vous remarquez que ça ressemble beaucoup au cooling law de Newton. C'est exactement la même chose, d'ailleurs. Sauf qu'on n'a pas un K, on a un R. R, c'est une constante. Une constante connue. Donc c'est un taux de reproduction, en fait. Ça s'appelle un taux de croissance relatif, mais pour l'instant, on s'en fiche. Donc pour résoudre ça, on va faire passer P à gauche et T à droite. Donc ça nous donne dP sur P égale R dt. Et donc là, on peut directement intégrer. Ça nous donne intégrale de dP sur P égale intégrale de R dt plus constante. Oui. La constante est dedans dans l'intégrale ou Non. Dehors. Dehors, et c'est clair parce qu'on écrit ça avec le dt qui ferme l'intégrale. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez intégrale
de dp. Tout ce qu'il y a avant le d quelque chose, c'est dedans. Tout ce qu'il y a après, c'est dehors. C'est pour ça qu'on écrit toujours les dt à la fin et pas au début, comme les physiciens qui écrivent des fois les dt au début de l'intégrale. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais ils écrivent des trucs du style, donc n'écrivez pas, s'il vous plaît, dtr de t. Alors ça n'a vraiment, enfin pour moi, pas grand sens. Et avec des zéros et ici des t aussi, hein, ce qui n'a aussi pas de sens parce qu'on ne peut pas écrire 2 fois t vu que... Voilà, bref. Donc tout ça, on oublie, et on écrit les choses correctement, c'est-à-dire comme ça. Et on peut aussi l'écrire différemment, je vais faire la méthode 2 après. Donc l'intégrale de dp sur p, c'est le logarithme de p. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. D'accord ? L'intégrale de 1 sur x dx, c'est logarithme de x plus constante. Plus égale l'intégrale de r dt, mais l'intégrale de r dt, r c'est une constante, donc ça c'est r, je vais le réécrire, intégrale de dt. D'accord ? Parce que r ne dépend pas de t. Donc comme c'est indépendant de t, on peut le sortir de l'intégrale. Donc on se retrouve avec log de p égale r fois t plus c. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit ? On cherche p, donc on prend l'exponentielle du log, ça nous donne p, égale exponentielle r fois t plus c. Donc ça nous donne exponentielle c fois exponentielle r fois t. Exponentielle c, on peut l'appeler, par exemple, on peut l'appeler rien du tout parce qu'il faut utiliser les conditions initiales. Donc ça, c'est la forme générale. Donc ça, P de t. Donc on a la forme générale de la solution, c'est exponentielle c exponentielle rt. Maintenant, on utilise... Donc vous voyez que là, il y a une infinité de solutions. Hein. OK ? Là, pour l'instant, on n'a pas une solution, on a une infinité de solutions. Donc, utilisons les conditions initiales pour obtenir une solution unique. Donc on sait que P à T0 égale P0, donné, ça c'est ce qu'on nous avait donné dans l'énoncé. Donc P de 0 égale exponentielle C exponentielle R fois 0, c'est-à-dire x égale exponentielle C, puisque ça c'est 1. Et donc C exponentielle C égale P0. Et si on remplace dans étoile, ça nous donne P de t égale P0 exponentielle RT. Voilà, donc ça nous donne une croissance exponentielle à partir de la condition initiale P0. Donc ça va être la condition initiale P0 et la croissance est exponentielle. Voilà à quoi ressemble une équation justement séparable. Donc, si vous n'aimez pas la manière
que j'ai utilisé pour calculer l'intégrale, je pourrais comprendre tout à fait. Attendez, je vérifie juste. À quelle heure ce truc? Ok, très bien. On a encore du temps. Donc, si vous n'aimez pas cette méthode, je comprends, avec l'idée de la constante. Donc là, je sais que souvent les gens, tout le monde, même moi aussi d'ailleurs, parce qu'il se trouve qu'en physique, on le faisait d'une manière, en maths, on le faisait d'une autre manière, et j'ai toujours trouvé ça un petit peu déroutant. Donc, on va faire le deuxième exemple en utilisant une méthode légèrement différente. C'est exactement la même chose, ça n'a aucune différence, mais cette constante que vous voyez là, on peut l'incorporer directement dans les limites de l'intégrale qui est là. Okay? Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est dire, au lieu de ce C, on aurait pu dire j'intègre entre P0 et, on va dire, P étoile, et ici j'intègre entre 0 et T, et ce que je cherche, c'est ce P étoile. Okay? Donc ici, au lieu de mettre P, j'aurais pu mettre une autre lettre, etc. Donc ça, c'est exactement la même chose, et on n'aurait pas eu besoin de se débrouiller avec ce C, parce qu'on aurait eu directement ici intégrale de 0 à T, et ici de 0 à P. Donc ça nous aurait donné quelque chose comme log de P, je viens de faire exactement ce que je viens de dire de ne pas faire, évalué entre 0 et P. Le problème, c'est qu'on a un 0 ici et qu'avec le 1 sur P, cette intégrale n'existe pas. Donc, il aurait fallu faire des tas de tricks, on va dire, qu'on préfère pas faire. OK? Donc, dans ces cas-là, moi, je vous conseille simplement de mettre la constante parce que c'est beaucoup plus simple. On va faire un deuxième exemple. Et c'est l'exemple de la loi de Newton. Newton's cooling law, donc la loi de refroidissement ou de réchauffement de Newton. Donc l'équation est la suivante. dt sur dt égale moins k facteur de t moins t de l'environnement. Encore une fois, le problème, c'est qu'on suppose la tasse ou le domaine, c'est un seul point. On appelle ce point, et on cherche T en fonction de T. Et on nous dit que la température au temps 0, c'est T0. OK, donc encore, même chose. On va séparer les variables en faisant passer les T tous du même côté, c'est-à-dire par là, et on va faire passer les D petits t, donc le temps, de l'autre côté. Donc ça va nous donner D grand T sur T moins T environnement égale moins K dt. Okay, donc ça, c'est le dt qui était ici. Et le t moins t environnement, c'est celui qui était là-haut. Tout ça, jusque-là, c'est facile. Donc maintenant, on va intégrer à gauche et à droite. Donc, intégrale de dt sur t moins t environnement égale moins k intégrale de dt. K est indépendant de t, donc on peut le sortir de l'intégrale. Et on fait la même chose qu'avant, c'est-à-dire plus c. Ok, donc maintenant on doit intégrer dt sur t moins t environnement. Ça nous donne log de valeur absolue de t moins t environnement. Parce qu'on ne peut pas prendre de log de choses négatives, moins égale moins k fois t, ça c'est juste l'intégrale de dt, plus la constante c, c'est
c'est une constante qui appartient à R, qui est arbitraire pour l'instant. Et donc, conclusion, grand T de T égale... Alors, on va quand même aller un peu moins vite. Grand T de T moins T environnement. Égale exponentielle, encore une fois, de moins kt plus c. Donc là, on a pris juste l'exponentielle du log. Bon, alors là, c'est assez cool parce que comme on a une exponentielle à droite, ça c'est strictement positif. Donc ça veut dire que la valeur absolue, on peut l'enlever. Grand T de T moins T environnement égale exponentielle moins kt plus c. Donc grand T de T égale T environnement plus exponentielle moins kt plus c. Donc ça, c'est la solution générale. Et maintenant, condition initiale. On nous dit que t de 0 égale 0, donc on va remplacer dans l'équation étoile, ça nous donne t de 0 égale t environnement plus exponentielle 0 plus c. Et t de 0, ah non, pas égale 0, égale t0, pardon. Je vais juste vérifier que j'ai bien écrit. Oui, c'était bon. OK, égale T0. Donc ici, on a T0 égale T environnement plus exponentielle C. Ça nous donne donc exponentielle C égale T0 moins T environnement. OK, donc ça, c'est bon. Maintenant, on peut remplacer ça dans étoile. Ça nous donne donc T de T égale T environnement plus exponentielle moins kt multiplié par exponentielle c. Et on vient de nous dire que exponentielle c, c'était, on vient de calculer T0 moins T environnement. Donc T en fonction de T égale T environnement plus, entre parenthèses, T0 moins T environnement que multiplie exponentielle moins kt, avec k et une constante positive qui dépend juste du matériau. Et donc à quoi ressemble cette solution? Je vais la faire là pour que vous puissiez avoir le temps d'écrire. Donc si on a une température, pas du tout, une température initiale ici, et on a une température de l'environnement ici. Comme on l'a vu plusieurs fois, notre courbe va être une asymptote qui ressemblera à ça. Donc on peut bien vérifier, si on ne s'est pas trompé, quand t est égal à 0, cette exponentielle, ça fait 1. Donc on a ici t environnement moins t environnement. Donc ça part. Donc on se retrouve avec t de 0, ici 0, égale t0. Donc ça déjà, c'est bien, c'est juste. Toujours bien de vérifier à moins la base. Et voilà, bon, après le reste, on ne peut pas vérifier. Ah si, on peut vérifier que quand t tend vers plus l'infini, on est censé tendre vers t environnement.
Donc on va voir si c'est juste. Quand t tend vers plus l'infini, ce truc-là, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, c'est ça. Donc quand t tend... L'exponentielle, c'est ça. Donc quand t tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc ce truc-là, c'est 0. Donc tout ce truc-là, c'est 0. Donc t, quand t tend vers plus l'infini, tend vers t l'environnement, ce qui est aussi logique, puisque la température de la tasse doit théoriquement tendre vers la température ambiante. Ok, donc tout ça, ça paraît juste. C'est pas une preuve, mais c'est à peu près... correct. On va prendre un dernier exemple. Je sais que ça commence à faire longtemps, mais un petit effort encore, et on a bientôt fini. Alors c'est un exemple un petit peu différent de d'habitude, c'est le métabolisme d'une cellule dans le cerveau. Donc on va prendre l'exemple 3. Donc on peut imaginer une cellule, donc nous on va l'imaginer toute simple, hein. Donc on ne va pas s'occuper de tout ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'une cellule a des mitochondries, qu'elle a un cytoplasme, etc., qu'elle a des organelles qui flottent à l'intérieur du cytoplasme. Et ce qui se passe, c'est qu'elle consomme de l'oxygène. Donc ce qui rentre à l'intérieur de la cellule, c'est de l'oxygène qui vient des cellules avoisinantes ou du sang. Et elle va, à partir de ça, fabriquer ce qu'elle doit fabriquer, comme les protéines, etc. Okay? Donc, on va dire que... Donc ça, c'est métabolisme cellulaire. Encore une fois, c'est une question de conservation. Donc, ce qui va changer là-dedans, ça va être la concentration d'oxygène. On l'appelle DO sur dt. Donc ça, c'est le changement de concentration d'oxygène qui va être égal à moins K de T fois la concentration d'oxygène. Donc là, la chose qui varie par rapport à ce qu'on vient de voir, la chose qui change, c'est qu'ici, on a maintenant un moins K de T. Si vous vous souvenez précédemment, on n'avait pas de T, on avait juste moins K, ou plus R ou moins R, enfin, que sais-je, ça dépendait du K, justement. Et là, le K est une fonction de T. OK? Donc, et K de T, c'est le taux métabolique ou le metabolic rate. Donc on appelle ça metabolic rate. Donc c'est la vitesse à laquelle l'oxygène est utilisé. Donc par exemple, si on est dans un cas de croissance active, K est grand, et si la cellule est au repos, K diminue. Maintenant, on va supposer quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire qu'on va dire K de T, on va dire que c'est quelque chose qui dépend du temps de manière trigonométrique, donc de manière sinusoïdale. A plus B sinus oméga T. Donc ça, on va le supposer. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Donc on se retrouve avec D grand taux sur dt égale moins, alors avec A et B appartiennent à R, c'est des constantes, égale moins A plus B sinus de oméga t que multiplie grand taux de t.
Ok, donc maintenant, même chose, on va prendre le O de dt, on va le mettre par là, et on va prendre le O, et on va le mettre par là. Ça va nous donner donc D grand O sur O égale moins A plus B sinus oméga t dans la parenthèse, le tout multiplié par dt. Ok, même chose, on va intégrer à gauche et à droite. Donc, intégrale de d grand O sur grand O de t égale moins intégrale de A plus B sinus oméga t dt. Donc là, on peut séparer l'intégrale en deux intégrales. La première avec cette constante A, donc moins A intégrale de dt, moins B intégrale de sinus oméga t dt. D'accord? Pourquoi? Parce que A et B est indépendant de t et B est aussi indépendant de t. Donc on peut les sortir des intégrales. Ok. Donc qu'est-ce que ça nous donne? À gauche, ça va nous donner le logarithme de O. Donc logarithme népérien ln de O. Donc ln de grand O de t égale moins A. Ah, j'ai oublié la constante quelque part. Ça c'est toujours pareil. Plus C. Alors ici, plus C, plus C. Donc moins A intégrale de t, c'est-à-dire t. Pourquoi quoi est ln? Ah bah c'est la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est en gros, pas besoin de... Si on a intégrale de 1 sur x dx, ça c'est ln de valeur absolue de x, quoi. Enfin, ln de x. C'est juste la définition du log, plus ou moins. Donc, moins b, alors, intégrale de sinus oméga t. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est moins cosinus, mais avec un 1 sur oméga devant. Ok, si ça, c'est pas clair, il faut revoir les primitives. Non, je ne dis pas pour vous, hein, je dis de manière générale. Si le passage entre là et là est pas clair, alors il faut revoir les primitives, c'est-à-dire les intégrales. Si certains d'entre vous veulent faire ça, écrivez-moi directement et j'organiserai avec Camilo qui refasse des révisions de ça, mais je ne peux pas le faire en cours, ça prend trop de temps. Donc ça, c'est censé être facile, d'accord? Et pourquoi? Parce que si on prend la dérivée de ce truc, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Comme on a le W, il se retrouve devant, donc W fois moins sinus oméga t. Comme on divise par oméga, ça se simplifie là. Et comme on a un moins, ça devient un plus. Donc ça nous donne bien sinus oméga t. Okay? Donc ça, il faut que ce soit... il faut que ce soit rapide. Hein. Donc, ok, à gauche, on a log de O de t égale moins A fois t. Donc, moins par moins fait plus B sur oméga, cosinus oméga t, plus C. Voilà, donc ça, c'est notre solution générale. Monsieur, Oui?
D'ailleurs, c'est même... Ok. C'est d'ailleurs pas la solution générale. La solution générale, il faut prendre l'exponentielle. Donc, O de t égale exponentielle, je vais l'écrire comme ça, de moins AT plus B sur oméga cosinus oméga t plus C. Ça, c'est la solution générale. Alors maintenant, j'ai oublié les conditions initiales. C'était quoi? O de 0 égale O indice 0. Bon, ok. Donc, condition initiale. O de 0, ouais, ça c'est vraiment pas très lisible, hein, égale grand O indice 0. Donc on remplace dans l'équation étoile. Ça nous donne grand O de 0 égale exponentielle 0 plus B sur oméga cosinus 0, bon, ça va nous faire 1, plus C. Ça, d'après les conditions initiales, c'est O indice 0, c'est ce qu'on nous a dit ici, égale exponentielle 0 plus B sur oméga cosinus 0 plus C, donc exponentielle B sur oméga plus C. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne O0 égale exponentielle B sur oméga fois exponentielle C, ce qui nous donne exponentielle C égale O indice 0 sur exponentielle B sur oméga. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on remplace ça dans l'équation étoile, ce qui nous donne grand O de t égale exponentielle moins AT plus B sur oméga cosinus oméga t multiplié par exponentielle C, c'est-à-dire O de 0 sur exponentielle B sur oméga. Est-ce que c'est juste? Alors, en 0, 0, exponentielle B sur oméga, pouf, paf, paf, ça marche. À l'infini, on ne sait pas. Ouais, ça marche. Ok, bah, écoutez, je vais m'arrêter là, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous tiens au courant pour la semaine prochaine.